Alors, bonjour à toutes et à tous. La séance d'aujourd'hui sera consacrée au moyen français, entièrement au moyen français, comme je vous avais anticipé la dernière fois. Donc, on est toujours au Moyen Âge, c'est la partie finale du Moyen Âge, mais c'est tout de même un moment, disons, de mutation, de changement et d'innovation important. C'est une période donc qui est caractérisée par certaines nouveautés et changements d'un point de vue culturel, littéraire et aussi linguistique qu'il faudra observer, qu'il faudra remarquer, disons. On considère normalement le moyen français comme l'ensemble du 14e et 15e siècle du point de vue culturel. En réalité, il faudrait un peu nuancer cette période dans le sens que euh, les premières décennies du 14e siècle ne sont pas considérées tout à fait faisant partie de la période du moyen français. Donc, disons qu'on commence à peu près à la moitié du 14e siècle. Et certains savants soutiennent que les premières décennies du 16e siècle doivent aussi être rattachées à la période du moyen français. Donc, ce n'est pas tout à fait, le moyen français, ce n'est pas tout à fait coïncident avec 14e et 15e siècle, mais disons, ça va plutôt de la moitié du 14e jusqu'aux premières décennies du 16e. Mais on essaiera de voir un peu les raisons de ces transitions et de ces passages. Donc, il faudra essayer de comprendre quelles sont ces mutations, ces changements importants qui ont lieu pendant cette période. Euh, je les résume avant de commencer, mais on les reprendra par la suite. Euh, D'un côté, donc on peut tout de suite euh, introduire l'idée d'une nouvelle conscience chez les auteurs. Donc, une nouvelle idée du rôle, de l'importance des auteurs littéraires et des agents de culture en général. Ce n'est pas un hasard si c'est exactement à cette période qu'on a les premiers manuscrits autographes, c'est-à-dire les auteurs sont plus attentifs à surveiller de manière directe leur œuvre et il y a pas mal de manuscrits autographes d'auteurs du moyen français qui nous ont été conservés et je vous les montrerai tout à l'heure. Deuxième chose qu'on peut introduire, c'est l'influence de l'Italie. Alors, du point de vue culturel et littéraire, il y a une importante floraison en Italie d'auteurs très importants qui exerceront une influence énorme sur toute la culture européenne des 14e et 15e siècles. Ce sont les grands auteurs du 14e siècle italien, donc Dante, Pétrarque et Boccace, qui deviennent en quelque sorte les modèles pour l'évolution de la culture et de la littérature dans les différents genres dans toute l'Europe. Ensuite, une autre tendance qu'on peut constater, donc c'est le moment où on commence à redécouvrir les auteurs classiques latins, mais aussi les philosophes grecs. Il n'y a pas encore une connaissance approfondie de la langue grecque pendant cette période, mais on dispose de bonnes traductions latines des textes grecs qui sont traduites à leur fois en français exactement à cette période. Et cela comporte des changements importants dans la langue, l'introduction de beaucoup de mots nouveaux, de mots qui n'ont pas subi, disons, l'évolution phonétique normale depuis le début de la langue française jusqu'à la fin du Moyen Âge, mais qui sont introduits par imitation du latin. Il s'agit donc de mots savants, de formes cultivées, mais ça aussi, on en parlera plus tard. Et cela se reflète aussi sur la graphie. Donc, même les mots qu'on connaissait déjà, les mots qui faisaient déjà partie du lexique du français médiéval,
subissent des changements graphiques qui les rapprochent en partie de leur forme latine. Finalement, on peut constater, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, je pense, un arrêt, pour ainsi dire, de l'évolution phonétique. Donc la première période médiévale est une période de grands changements du point de vue phonétique. Ces changements s'arrêtent, en tout cas en bonne partie, vers la période du moyen français. Donc s'il y a beaucoup de changements du point de vue graphique et lexical, il y en a moins et on verra que ces changements sont très limités. Donc on aura seulement une fiche de phonétique aujourd'hui. Donc il y a beaucoup moins de phénomènes d'évolution phonétique dans cette période. Donc voilà un peu ce dont on parlera aujourd'hui. Je commence donc tout de suite avec les premières fiches de l'histoire externe, en reprenant en partie les éléments dont je vous ai déjà dressé la liste. Donc on considère, ça je le reprends, que le moyen français est une période qui va du milieu du XIVe siècle jusqu'au début, aux premières décennies du XVIe, en principe. Alors, une chose, un fait historique très important pour la définition du moyen français, pour l'évolution de la langue française en cette période, est l'action culturelle de certains rois, et notamment du roi Charles V. Donc, vous voyez, les années de son règne, entre 1364 et 1380, ce sont des années très importantes pour, à cause d'un changement dans l'idée du roi, l'idée qu'il y a le roi, d'une association entre culture et pouvoir. Donc le roi, qui est une passionnée de culture et d'histoire surtout, euh, comprend que la formation d'une certaine culture et d'une certaine, comment dire, espace culturel est utile pour une meilleure gestion du pouvoir. Le roi est soutenu dans cette démarche par son frère, le duc Jean de Berry, qui lui mourra en 1416. Et on doit, par exemple, au duc Jean de Berry la fondation de la nouvelle bibliothèque royale du Louvre, bibliothèque fondée en 1368, qui constituera le premier noyau de l'actuelle Bibliothèque nationale de France. Donc, on crée une bibliothèque royale et on paye des agents culturels, des traducteurs, des historiens pour donner une contribution à cette bibliothèque, pour écrire, pour traduire en particulier beaucoup de textes très importants de la latinité classique, historiens latins, philosophes grecs, et ainsi de suite. Comme je vous ai déjà dit, on constate dans cette période une importante influence de la Renaissance italienne, mais encore avant la Renaissance, le XIVe siècle en Italie est toujours considéré un siècle médiéval, mais la culture et la littérature en particulier dans ce siècle en Italie sont à l'avant-garde. Et en particulier, au-delà de Dante, qui est un personnage beaucoup plus complexe, il est important de souligner l'influence de Boccace et de Pétrarque dans deux genres littéraires qui sont complètement différents. Donc Pétrarque est à la base, en principe, d'un nouvel essor de la poésie lyrique, d'une nouvelle poésie lyrique. Pétrarque sera imité partout dans le XIVe et XVe siècle en Europe. Et Boccace, quant à lui, il est considéré le fondateur de la nouvelle prose narrative, une prose qui n'est plus véritablement médiévale, puisque elle s'appuie aussi sur une construction syntaxique, sur une construction linguistique qui se rapproche beaucoup plus du latin. On verra comment. Alors, comme je vous ai dit, sous l'action du roi Charles V, de son frère Jean de Berry, on commence à entreprendre une série de traductions des classiques latins et grecs. Il y a un certain nombre de traducteurs importants, dont vous voyez quelques noms ici, notamment Jean de Vignet, qui traduit Végès, par exemple, Pierre Bersuire, qui traduit Tite-Live, un historien très important de l'Antiquité,
Et Nicole Orem, un personnage extrêmement important, qui a eu une activité culturelle très variée, en passant par la mathématique, l'économie, jusqu'à arriver à la philosophie et notamment aux œuvres d'Aristote. Et c'est à Nicole Orem qu'on doit la traduction des premiers textes d'Aristote en français. Cela a évidemment une influence importante sur le lexique, comme je vous ai déjà dit. C'est-à-dire que on insiste à cause, on verra quand on reprendra les textes, on verra que les traducteurs se justifient la difficulté qu'ils ont à traduire ces textes, puisqu'ils disent la langue latine est une langue beaucoup plus riche, euh, beaucoup plus complète, qui s'adapte beaucoup mieux à exprimer certains concepts philosophiques, historiques, culturels. Le français est une langue plus jeune, est une langue imparfaite, qui n'a pas un lexique adapté, d'où le fait que ces traducteurs sont obligés d'inventer des mots en partant de formes latines qu'ils adaptent à la langue française. Cela implique un changement très important, très conséquent dans le lexique du français. On constate notamment que le 43% du lexique du français actuel a été introduit justement dans cette période du moyen français et le plus souvent en partant d'une adaptation de mots latins. Donc, vous voyez, du point de vue lexical, il s'agit d'un moment extrêmement important. À côté de ça, comme je vous ai déjà dit, il y a une relativisation graphique aussi des mots qui existaient déjà et qui assument une graphie qui les rapproche beaucoup plus à la forme latine. Du point de vue de la syntaxe, on a déjà parlé de ça en introduisant l'influence de Boccace et notamment de son Décaméron qui a été écrit justement vers le milieu du XIVe siècle et qui a exercé une influence énorme sur la narrative, mais aussi sur la construction de la phrase dans la littérature européenne. À la suite donc de la syntaxe latine, on constate un passage d'une syntaxe très simple, qui était la syntaxe, un principe de l'ancien français, des phrases très courtes, avec beaucoup de phrases coordonnées, de parataxes. Alors, dans cette période, on assiste par contre à l'introduction massive de la subordination dans la syntaxe. Et donc des phrases beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes, beaucoup plus enchevêtrées, beaucoup plus construites, qui sont évidemment aussi un peu plus difficiles à lire, bien entendu. Du point de vue du lexique et de la langue, on constate un phénomène qui exerce une influence importante aussi dans l'évolution de la littérature française, et c'est le mouvement des grands rhétoriqueurs. Le mouvement des grands rhétoriqueurs, il s'agit surtout de poètes lyriques qui veulent instaurer et fonder une nouvelle lyrique, mais qui s'appuie sur une conscience beaucoup plus grande de la valeur de la poésie lyrique et de la littérature en général dans la société médiévale. Certains de ces grands rhétoriqueurs, notamment Octavien de Saint-Gelais, apporteront aussi quelques réflexions théoriques sur l'importance de la rhétorique qui était auparavant utilisée uniquement dans le contexte du latin, en principe. C'est vrai que, évidemment, ce n'est pas quelque chose de si extrême. On connaît des arts médiévaux, des arts poétiques médiévaux qui abordent, par exemple, l'importance de certaines figures rhétoriques appliquées aussi à la littérature vernaculaire. Mais c'est vrai que pendant tout le Moyen Âge, une culture rhétorique était surtout appliquée au texte latin. Or, pendant cette période du moyen français, on veut attribuer et donner à la langue française beaucoup plus de valeur, beaucoup plus d'importance, et on le fait aussi
en appliquant à la langue française les principes de la rhétorique. Alors, ces personnages, donc au-delà de quand on vient de Saint-Gelais, je peux évoquer par exemple d'autres personnages très importants, tels que Guillaume de Machaut, Jean Molinet et d'autres personnages qui font partie de ce groupe des grands rhétoriqueurs qui se distinguent surtout, comme je disais, par une application de la rhétorique à la langue et la littérature française, par l'emploi des virtuosités techniques appliquées à la langue, une langue qui devient précieuse, avec beaucoup de figures rhétoriques et avec des métaphores et des jeux formels, des jeux linguistiques insistés. Donc, une poésie nouvelle fondée en particulier sur la virtuosité qui n'est pas seulement littéraire, c'est une virtuosité qui investit aussi le contexte musical. Guillaume de Machaut, notamment, sera un auteur fondamental pour l'évolution de la musique en passant du Moyen Âge vers la Renaissance. Il est considéré notamment un des inventeurs de la polyphonie. Alors, comme je vous disais, cette théorie des grands rhétoriqueurs s'applique d'abord et surtout à la poésie lyrique. Et là, au-delà de Guillaume de Machaut, on peut évoquer la figure très importante d'Eustache Deschamps, un autre poète lyrique qui s'illustre dans cette période du moyen français. À côté de cela, à cause en particulier de l'action culturelle importante, le but du soutien du pouvoir, donc l'action culturelle importante de la part des souverains et de Charles V en particulier, on constate que désormais, dans les siècles du moyen français, la langue de la cour de Paris devient un modèle de pureté et commence à être considérée en tant que telle, en fait. Nous verrons quelques extraits de textes qui, justement, nous font comprendre que désormais, après des siècles dans lesquels la langue parisienne, la culture parisienne était finalement pas très important. Je vous ai montré l'importance, par contre, du contexte anglo-normand et de la cour des Plantagenets, et aussi du contexte de la France du Nord, la Picardie, les Flandres, ou de l'Est, la Bourgogne, la Champagne. Alors maintenant, par contre, sous l'action centralisatrice tout d'abord du pouvoir qui commence à partir du roi Philippe Auguste et qui continue dans les siècles suivants, mais aussi sous l'influence justement de la nouvelle conscience culturelle des rois tels que Charles V, la langue de la cour de Paris commence à devenir le point de référence pour tout écrivain, pour tous ceux qui veulent produire quelque chose dans le contexte de la culture française. Et la langue française, dans cette idée, comme je vous ai dit, d'association de la culture et du pouvoir, la langue française est mise au service, donc on essaye de l'améliorer, de la, comment dire, approfondir, de la perfectionner, pour la mettre au service d'une nouvelle idée de nation, une nouvelle idée de nation qui est en train de se former et qui profite en particulier de l'époque de la guerre de 100 ans, de 100 ans. La guerre de 100 ans est une guerre très longue entre la France et l'Angleterre, dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà anticipé dans les séances précédentes. Je peux maintenant vous donner les dates de cette guerre qui va, avec quelques interruptions plus ou moins longues, du 1337 jusqu'à 1453. Donc, pendant cette période dans laquelle la France se trouve constamment à devoir faire face à une menace importante qui lui vient de la cour anglaise, les liens entre différentes régions de France, la centralisation du pouvoir, la conscience de l'appartenance à une nation unitaire commencent à se faire, à se montrer et à devenir de plus en plus importantes, de plus en plus évidentes. Alors, il faut dire qu'il ne faut pas attendre, je vous ai mis la date de 1490 comme
date dans laquelle on peut saisir les fruits de cette nouvelle idée de nation. Pourquoi 1490? Parce que c'est le moment dans lequel une institution française importante telle que le Parlement de Paris commence à pousser, euh, comment dire, à privilégier l'emploi du français. Le Parlement de Paris, je vous rappelle, est la Cour de justice qui agit au nom du roi, mais qui a aussi une certaine autonomie. Et c'est justement à la fin du XVe siècle que le Parlement de Paris commence à demander de rédiger tous les textes en français. À partir du 1490, justement, on voit que même les transcriptions des procès sont rédigées, commencent à être rédigées en français. Donc c'est une date symbolique, mais importante pour comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a une centralisation du pouvoir beaucoup plus importante, et cette centralisation du pouvoir s'appuie énormément sur la force de la nouvelle langue française en tant que langue comprise par tout le monde. Mais il ne faut pas attendre 1490 justement pour voir les premiers fruits de ce phénomène. On voit que déjà en 1373, lorsque Nicole Rem entreprend sa traduction de la politique d'Aristote, Nicole Rem constatait déjà qu'il était important justement de traduire la culture classique en français, puisque le français est une langue qui devient importante pour fonder, disons, l'unité d'une nation. Vous voyez que dans cette phrase tirée du préface de la politique d'Aristote, Nicole Rem nous dit que la division et la diversité de langage répugnent à une conversation civile et à une vie, disons ainsi, une vie commune. Et puis il y a cette phrase un peu anecdotique, un homme passe plus de temps, plus volontiers avec son chien qu'avec un homme qui parle une autre langue, une langue étrangère, parce qu'on ne se comprend pas. D'où le fait que cette politique culturelle qui essaye de rédiger, de transmettre en français toute une culture classique est aussi à la base d'une nouvelle idée identitaire fondée justement sur une même langue, sur une langue qui doit encore finalement être construite, être approfondie, être perfectionnée. Une langue qui va être modifiée justement dans cette période du moyen français. Alors, on a évoqué Nicole Rem, on a parlé justement de ce procédé qui amène à une rénovation totale du lexique, et donc je voulais vous montrer une fiche un peu bizarre, une série de néologismes inventés et introduits dans ces textes par Nicole Rem, justement. Alors, c'est une fiche qui aurait eu peut-être mieux sa place dans la partie lexicale, mais je voulais tout de même vous montrer dans ce contexte la quantité et la nature aussi de ces de cette innovation lexicale. Vous voyez qu'il s'agit de mots, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu de latin, vous constaterez que la graphie, la forme de ces mots est très proche de la forme latine. On constate notamment la conservation des prépositions préfixes. Par exemple, abnégation, abstraction. Dans le français médiéval, en principe, cette forme ab était simplifiée. Là, avec cette nouvelle introduction de formes directement dérivées du latin, on conserve la graphie latine. Et puis, toutes les autres formes que vous pouvez regarder avec du calme et qui vous montrent, d'un côté, la difficulté que ces traducteurs avaient à cause de la pauvreté encore de la langue française, surtout pour ce qui concerne le langage scientifique, le langage philosophique, et de l'autre côté, l'initiative qu'ils ont pris de renouveler et d'enrichir le lexique de la langue française
à travers cette émission massive de formes typiquement latines. Du point de vue phonétique, je vous rappelle, j'ai déjà anticipé en parlant du préfixe ab, mais je vous rappelle que d'un point de vue phonétique, ce qui différencie euh, les néologismes cultivés tirés du latin par rapport aux mots plus anciens qui ont subi une évolution pendant tout le Moyen Âge, c'est le fait que certains phénomènes phonétiques dont nous avons parlé dans les fiches de phonétique n'ont pas lieu dans le cas de ces mots. Je pourrais vous donner beaucoup d'exemples. Là, je garde, par exemple, si vous prenez le mot dans la deuxième ligne antipode, vous voyez ce P intervocalique que dans l'évolution normale du français n'aurait jamais résisté à cette place. Il aurait évolué en B d'abord et en V ensuite, ou encore, je ne sais pas, le mot fragile, sur lequel on reviendra au moment de parler justement du lexique, eh bien, fragile qui vient du latin fragilis, ce mot avait déjà une forme issue par évolution normale, disons, qui était le mot qui est devenu le français moderne frêle. Donc vous voyez que frêle est un mot qui a subi toute l'évolution phonétique en partant de fragilis. Le mot fragile introduit par Nicole Orem est un mot qui, lui, récupère exactement la forme et la graphie même des mots latins. Donc voilà, je vous laisse après regarder avec calme toute cette forme. Et je passe donc à la troisième fiche. Alors, je vous ai parlé de l'importance de la conscience culturelle, de la culture et de la langue pour le pouvoir politique et de la conscience que les souverains ont en cette période du fait qu'on a besoin de ce type de formation, de ce type de support, d'un support culturel et linguistique pour pouvoir gérer un type d'État qui est en train de se renouveler, de devenir beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré, beaucoup plus vaste aussi. Alors là, je vous donne un exemple d'une phrase d'un des grands rhétoriciens dont on a déjà parlé, Otto vient de Saint-Gelais, qui nous dit comment ces opérateurs culturels, on peut les appeler, insistaient justement sur la nécessité pour les personnes politiques et pour les souverains en particulier de posséder un haut degré de culture. En fait, Octavien de Saint-Gelais nous dit que l'honneur n'estime pas un homme, ne prend pas en considération un homme qui n'a pas soin, qui ne prend pas soin du savoir et de l'écriture. Parce que pour gouverner le monde, il dit, on a besoin justement de cette culture, des nouveaux mots et d'une belle manière de parler. Donc voilà une phrase qui nous exprime, qui nous indique la conscience justement qu'à cette période, on a du fait que le pouvoir doit s'accompagner par une certaine culture, par un langage bien maîtrisé, par une langue aussi qui devient un instrument souple, riche, bien élaboré pour exprimer les idées du pouvoir. De l'autre côté, évidemment, on a aussi un côté, entre guillemets, négatif, et je vous le raconte à travers une anecdote qui nous est reportée justement de cette période. Évidemment, cette introduction massive de latinisme, de mots latins, et aussi d'une construction de la phrase très élaborée, très complexe, très enchevêtrée, comporte des difficultés de lecture, surtout pour certains rois qui désormais ne connaissent pas très bien le latin. En particulier, on dit, c'est un recueil historique qui s'appelle le Miroir historial abrégé de France, qui nous raconte un épisode selon lequel le roi Charles V, en lisant la traduction de Tite-Live faite par Pierre Belsuire, dont on a déjà parlé, disait que, en la lisant, il lui paraissait aussi obscur que le texte latin, si ce n'est plus. Donc, vous voyez, il y a là un épisode significatif qui nous dit que
d'un côté, peut-être certains traducteurs ont carrément exagéré et ont réversé toute la difficulté de la syntaxe latine à l'intérieur de la langue française, ce qui inévitablement obligera d'autres auteurs, d'autres personnages importants de la culture à intervenir pour trouver un juste milieu, euh, pour ne pas faire de la langue française une langue excessivement aplatie sur la structure du latin. Il y aura beaucoup de discussions sur ça, mais on y reviendra. Et je passe donc à la dernière fiche qui nous intéresse, une fiche qui est consacrée surtout à l'évolution de la poésie lyrique, comme je vous ai dit dans l'introduction de cette séance. En fait, on constate par exemple qu'un auteur tel que Eustache Deschamps applique pour la première fois le nom de poète à Machaut. Aucun des auteurs de la littérature médiévale n'est appelé poète, parce que les poètes, les auteurs, les véritables auteurs, étaient uniquement les auteurs classiques, ceux qu'on appelait aussi les autorités. Là, on voit que dans ce contexte de changement, aussi du point de vue de la conscience, d'une importance culturelle des auteurs, on commence à appliquer le nom de poète à Machaut. C'est dans une des ballades d'Eustache Deschamps qu'on dit que Machaut peut être considéré comme un noble poète et un faiseur renommé, c'est-à-dire un compositeur, pas seulement de mots, mais de musique, comme je vous ai dit, bien connu, bien renommé. Et il est même comparé à Ovide, et Deschamps arrive jusqu'à dire que Machaut, dans son art d'amour, a dépassé Ovide. Donc vous voyez qu'il y a là une prise de conscience dans les siècles précédents. On n'aurait jamais dit qu'un auteur médiéval aurait pu dépasser un auteur très important comme Ovide. Et par contre, dans cette période, c'est ce qu'on commence à dire. Et c'est à partir d'affirmations de ce type qu'on peut constater que la notion moderne d'auteur commence à s'affirmer. C'est-à-dire l'auteur n'est plus considéré comme un simple artisan qui représente avec son habileté technique tout un peuple, toute une communauté, disons, mais commence à devenir un individu auquel on reconnaît, comment dire, certaines capacités qui ne sont pas de tout le monde. Et donc, l'auteur commence à être une figure importante, l'auteur littéraire, l'auteur culturel, commence à devenir une figure importante dans la société de l'époque. Alors, évidemment, on ne peut pas se limiter à tout ce qu'on a dit. On a parlé des traductions, on a parlé de la poésie lyrique, on a surtout parlé d'une production culturelle et littéraire de haut niveau, dans laquelle justement le français essaie de commencer à se mettre au niveau du latin et des langues classiques. Mais il faut constater aussi que la langue commence à développer, la langue française commence à développer toute une série de registres différents. Et par exemple, on peut voir les changements et la typologie de la langue orale dans certains textes, comme par exemple un manuel tel que les manières de langage. Encore une fois, un texte qui a été écrit en Angleterre, l'Angleterre étant encore à cette époque un peu, comment dire, à l'avant-garde pour ce qui est de la définition de la langue. Donc, ce manuel, les manières de langage, a été composé en 1396 en Angleterre et il nous atteste d'une certaine manière l'emploi de plusieurs registres et nous donne certains exemples de langue orale, aussi bien que certaines œuvres de Jean Gerson. Jean Gerson, un des personnages les plus importants du XVe siècle, qui, comment dire, écrit dans un latin absolument parfait, mais qui, en venant d'une famille humble et d'extraction pauvre, sait aussi écrire et exprimer la langue, s'exprimer dans la langue du peuple.
en fait, il écrit certains ouvrages pour ses sœurs, par exemple, comme on verra, ses sœurs qui ne connaissent pas le latin, qui sont dépourvues d'une véritable éducation. Et dans ses écrits, dans les écrits de Gerson faits pour les sœurs, on constate et on voit la capacité de Gerson de s'identifier dans une langue qui n'est pas la langue particulièrement élevée, rhétorique, précieuse, qui est la langue des grands rhétoriqueurs, mais qui est aussi une langue qui exprime probablement la langue parlée à l'époque. Alors, je vous ai dit que le moyen français est aussi le moment dans lequel on commence à découvrir l'importance de la rhétorique appliquée au français. Rhétorique qui était jusqu'à maintenant surtout appliquée à la langue latine et qui commence à devenir importante pour le français dans le but d'améliorer le niveau de la langue française. Par exemple, on constate ce changement à partir d'un ouvrage de Jacques Legrand, écrit en 1400, dans laquelle on lit « Il appelle que rhétorique est science moute profitable et nécessaire ». Donc, la rhétorique est une science qui est très utile et nécessaire, non pas seulement pour le latin, mais aussi pour le français et pour toutes les autres langues. Donc, pour la première fois, on a une expression de conscience dans laquelle on dit qu'il faut appliquer la rhétorique aussi à la langue française, au point qu'on arrive à introduire une chaire de rhétorique à l'Université de Paris en 1452. Et là aussi, c'est un moment de développement important pour la culture et la langue française. D'autres manuels de rhétorique sont composés à l'époque et comme vous voyez, c'est une innovation qui envahit aussi le XVIe siècle. Un certain Pierre Fabry, en 1521, écrit le premier traité de rhétorique écrit uniquement en français et consacré à la langue française. Donc c'est aussi un moment assez important. Je vous ai parlé des traduction. J'ai déjà introduit la figure de Nicolas Rème, de Jean Gerson. Il faut maintenant introduire une autre figure extrêmement importante. Il s'agit, par exemple, du traducteur du Décaméron de Boccace, donc celui qui a diffusé le Décaméron dans la culture française, c'est Laurent de Première-Fait. Et en regardant le style différent des traductions de Laurent de Première-Fait et de Jean Gerson, on constate aussi des positions différentes du point de vue du travail sur la graphie. Alors, si Jean Gerson, quant à lui, il a une tendance vers la simplification, il ne veut pas, comment dire, assimiler de manière excessive la graphie du français à la graphie de l'ancien latin, Laurent de Première-Fait, lui, insiste énormément sur la latinisation et, de fait, c'est lui un des protagonistes fondamentaux de ce changement fondamental dans la langue, dans la graphie française, qui arrive jusqu'à nos jours, pour laquelle on introduit dans la langue des lettres qui étaient dans l'étymologie latine, mais qui ne sont pas prononcées, ce qui rend très difficile, encore aujourd'hui, l'orthographe du français, dans laquelle, justement, l'écriture ne correspond pas en principe à la prononciation. Alors, avant de passer à la dernière ligne, non, mais on peut commenter déjà la dernière ligne, après je reviendrai sur une idée que je n'ai pas approfondie. Donc, un facteur important d'un point de vue de l'histoire externe, évidemment, qui caractérise la période du moyen français, est l'invention de l'imprimerie, bien entendu. L'invention de l'imprimerie qui va ensemble avec le passage du parchemin au papier. Alors, vous savez que les manuscrits du Moyen Âge étaient surtout écrits sur du parchemin, ce qui a été une chance pour nous, dans le sens que le parchemin est un matériel beaucoup plus résistant, ce qui a permis la conservation d'une bonne partie du patrimoine culturel du Moyen Âge. Le papier est beaucoup plus fragile et ne dure pas dans le temps. Donc, si les auteurs du Moyen Âge avaient écrit uniquement sur du papier, très probablement on connaîtrait
presque rien de la culture médiévale. Heureusement, donc, ils ont utilisé du parchemin, mais en même temps, le parchemin était très cher et il n'était pas facile à produire. D'où le fait que la diffusion des livres et des manuscrits était très limitée. Alors, le papier étant beaucoup plus économique et facile à produire, cela a comporté une euh, diffusion plus large des textes écrits, d'autant plus avec, évidemment, l'invention et l'évolution de l'imprimerie qui permettait une multiplication de la production d'ouvrages écrits et donc une plus grande distribution, une distribution plus importante qui pouvait atteindre beaucoup plus de monde. Voilà, alors, j'ai tout dit pour cette introduction au moyen français. Je reviens, comme je disais, à une idée que je vous avais anticipée en partie, mais que je n'ai pas assez approfondie. Je vous avais dit que aucun auteur médiéval n'était considéré comme un véritable auteur, donc comme une véritable autorité. Alors, il y a peut-être une exception, et c'est l'exception de Jean de Meun. Mais il faut dire une chose, que cette idée, cette rupture importante, selon laquelle seulement à partir du XIVe siècle, même de la fin du XIVe siècle, les auteurs littéraires commencent à être considérés des véritables autorités, fera en sorte que la culture et la littérature du Moyen Âge sera mise de côté et quelque peu oubliée. Donc, la littérature médiévale ne fera pas partie du canon euh, des textes fondamentaux sur lesquels on fondera la nouvelle culture et littérature de la France moderne. On considère toujours que la littérature médiévale était une littérature extrêmement de bas niveau, populaire, qui n'a pas produit d'auteurs importants. Et donc, les auteurs et les textes de la littérature médiévale seront quelque peu oubliés jusqu'à la redécouverte du XIXe siècle, sur laquelle on reviendra dans une des dernières séances. Voilà, alors, c'est tout pour la partie d'histoire externe de la langue pour la séance d'aujourd'hui. Et on passe maintenant à la partie lexicale et phonétique.